Alors, nous avons vu dans le Grand 1 les changements sociaux et politiques de la monarchie anglaise et nous allons voir maintenant les conséquences de ces changements, notamment aux États-Unis, donc sur la Révolution américaine et justement la naissance des États-Unis. Alors, on commence donc par le grand pas des 13 colonies anglaises à la naissance des États-Unis. Et d'abord, donc ça commence par une révolte, celle du Massachusetts, et qui suit ensuite la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Alors, vous pouvez ouvrir donc le manuel page 182 et regarder le document 1 que vous avez ici, donc cette carte qui montre les différentes colonies, les 13 colonies anglaises à la fin du XVIIIe siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au XVIIe siècle, l'Angleterre a fondé des colonies en Amérique du Nord, organisées selon le modèle politique britannique. Elles sont peuplées de colons britanniques qui sont sujets du roi d'Angleterre. Ils ont cependant le droit d'élire une assemblée locale qui décide du montant des impôts. Et ça, c'est assez important. Les tensions, évidemment, sont assez vives entre la métropole et ses colonies. Alors, en 1763, le Parlement de Londres décide de faire payer aux colonies de nouvelles taxes sur le commerce. La monarchie ayant besoin d'argent, notamment pour faire la guerre, bon, il faut se référer à ce qu'on a vu dans le Grand 1 pour comprendre un petit peu aussi cette relation entre la métropole et ses colonies. Les colons, donc en Amérique, s'opposent à cette augmentation des taxes qu'ils considèrent comme une atteinte à leur liberté et ils les considèrent comme illégales puisqu'elles sont décidées par le Parlement britannique où ils n'ont aucun représentant. Et là, on voit déjà l'influence des idées de liberté qui ont été fondamentales en Angleterre et qui circulent évidemment, qui vont aussi toucher les Américains. Alors, les Américains boycottent les produits anglais et en mars 1770, une manifestation tourne à l'émeute en faisant 7 morts. Alors, ça, c'est un petit peu avant. Le 16 décembre 1773, les colons s'attaquent à 3 navires de la East India Company et jettent du thé anglais importé et donc lourdement taxé à l'entrée sur le sol américain, donc il est très cher, dans le port de Boston. C'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. C'est le document que vous avez sur le diaporama. Et vous pouvez voir aussi le manuel page 186 hein, qui reprend cette information dans le petit encadré information en bas de la page. Alors, le Parlement britannique du coup réagit et vote le Coercitive Act. Le port de Boston est fermé et le remboursement des marchandises détruites est exigé. Évidemment, c'est très cher. Les 13 colonies se réunissent, alors sauf la Géorgie, hein, et soutiennent le Massachusetts, puisque c'est là que ça s'est passé. Et en avril 1775, des insurgés se heurtent aux soldats anglais en faisant une centaine de morts à Lexington. C'est le début de la guerre d'indépendance. Alors, la guerre d'indépendance dure un petit peu. Je suis obligée d'aller un petit peu vite dans le récit, mais donc c'est important de comprendre quand même les tenants et les aboutissants de cette indépendance des États-Unis, de la création des États-Unis. Hein. Et donc là, vous pouvez aller page 194. Pour lire donc cet extrait de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, en document 2, qui est adopté par les 56 représentants qui siègent en congrès à partir d'une ébauche rédigée par Thomas Jefferson à Philadelphie le 4 juillet 1776. Le 4 juillet est resté ensuite la fête nationale aux États-Unis. Alors là, je vous demandais de regarder, de distinguer différentes parties de ce texte. Donc on peut déjà distinguer une première partie, le préambule, qui énumère les droits naturels fondamentaux. La deuxième partie dresse la liste des violations par les Britanniques de ces droits fondamentaux, justement. Alors quand on parle des droits fondamentaux, on peut lire le début. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables, c'est-à-dire des droits auxquels on ne peut pas toucher. Hein. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Pour garantir ces droits, les hommes instituent des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Et donc ensuite, on dénonce hein, cette violation de ces droits par les Britanniques eux-mêmes, alors que ce sont les Britanniques qui ont instauré la liberté comme principe politique, en fait, comme on l'a vu dans la première partie de ce chapitre.
Ensuite, une troisième partie donc conclut sur la nécessité de répondre à la tyrannie de la Grande-Bretagne par justement l'indépendance. En conséquence, nous, représentants des États-Unis d'Amérique assemblés en congrès général, nous publions et déclarons solennellement que ces colonies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants. Et donc vous avez une toile, enfin un tableau qui représente la scène de signature justement de cette déclaration d'indépendance. Alors, petit 2, ensuite, un PPO qui porte donc sur George Washington, le héros de l'indépendance des États-Unis. Et donc, vous pouvez tourner la page et trouver le dossier, page 196-197. Alors, George Washington, donc c'est un militaire qui donc est élu ensuite, enfin élu représentant de la Virginie au Congrès, nommé en commandant en chef de l'armée américaine dès 1775, donc dès le début de la guerre d'indépendance. Puis il préside la convention qui rédige la Constitution avant de devenir le premier président des États-Unis. Donc c'est important de connaître son nom, de connaître un peu sa figure et son parcours, parce que c'est aussi un nom qui reste évidemment aujourd'hui comme celui qui a donné son nom à la capitale des États-Unis, la capitale politique des États-Unis. Alors, première question sur ce dossier. Première question, document 3. Expliquez ce que Washington pense de l'idée d'indépendance en 1774 puis en 1776. Donc, vous avez deux textes qui sont écrits par George Washington. Donc, ce sont deux lettres écrites à 2 années d'intervalle. La première est écrite au capitaine Mackenzie en octobre 1774. La seconde est écrite à son frère John Augustine le 31 mai 1776. Et donc, il propose à chaque fois son opinion sur l'indépendance des États-Unis. On voit qu'il a changé d'avis entre ces deux dates. Alors d'abord, il reprend les valeurs défendues par les Anglais et inscrites dans le Bill of Rights, donc on a vu en première partie, en particulier l'idée de liberté, pour expliquer d'abord en 1774 qu'il ne s'agit pas d'indépendance, mais de défense des droits fondamentaux. Au départ, les Américains, à l'image de Washington, se réclament encore de l'autorité du roi d'Angleterre, en fait. Ils n'ont pas spécialement envie de se défaire de la monarchie britannique. Mais ce qu'ils refusent, c'est d'être privés des libertés dont jouissent les Anglais en métropole. Pourquoi eux n'auraient pas la liberté qu'ont les Anglais? C'est ça la question, en fait. Et puis, dans le second document, en 1776, la réflexion de Washington est tout autre, car il a été profondément déçu par la couronne d'Angleterre et la justice de George, je cite. L'indépendance, George étant le roi, l'indépendance semble presque forcée par la réaction radicale des Anglais vis-à-vis de la révolte américaine. Alors attention, il faut nuancer quand même parce que c'est une lettre privée, mais on peut quand même comprendre que la volonté d'indépendance des colonies a été progressive, qu'elle s'est appuyée aussi sur les valeurs défendues par les Anglais eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit les conséquences aussi de l'évolution politique de la monarchie anglaise. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, alors on va pas faire toutes les questions. Le parcours de George Washington résume donc bien la naissance des États-Unis, puisqu'il est général en chef en 1775, président de la Convention, je l'ai déjà dit, et puis ensuite il devient le premier président des États-Unis d'Amérique du Nord de 1789 à 1797. Son image est encore aujourd'hui omniprésente sur les billets de banque, les timbres, il y a des statues partout, son nom est partout dans les rues, etc. Il est souvent représenté en modèle de vertu ou en héros. Il devient le premier des pères fondateurs de la démocratie américaine. En effet, une fois l'indépendance reconnue par la Grande-Bretagne, et ça arrive en 1783 quand même, le nouvel État se dote d'une constitution, 1787, qui est le fruit d'un compromis entre fédéralistes, c'est-à-dire les partisans d'un gouvernement central fort, et antifédéralistes, qui ne sont pas d'accord, qui sont partisans plutôt du respect des particularités de chacune des 13 colonies. Donc en fait, ils ont fait un espèce de mix entre les deux. C'est aussi ça, la démocratie américaine. C'est le résultat de son histoire coloniale. Et finalement, elle devient une démocratie. Donc. Alors, vous pouvez regarder le document 2, page 183, qui donc, nous permet de mieux comprendre, voir les institutions américaines, les institutions des États-Unis. À partir de 1787. Donc la Constitution est fondée sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif appartient à un président élu pour 4 ans au suffrage universel indirect. Le président est chargé des affaires communes, la monnaie, la politique étrangère, la défense. Le pouvoir législatif est détenu par 2 assemblées, le Sénat et la Chambre des représentants.
La Cour suprême est composée de 7 juges nommés à vie par le président et veille au respect de la Constitution. Donc c'est un régime présidentiel, une organisation de l'État fondée sur une stricte séparation des pouvoirs et le président ne peut dissoudre l'Assemblée et celle-ci ne peut pas renverser le président. Aucun des pouvoirs ne peut renverser l'autre en fait. Voilà pour la Constitution. Alors ensuite, il faut savoir quand même qu'il y a des exclus de cette nation américaine. Il faut quand même bien penser que tout ça, donc ces nouvelles idées de liberté, d'affirmation, d'indépendance, etc., elles n'ont pas quand même concerné tout le monde, malgré parfois les velléités de certains. Donc il faut bien penser à tout le monde quand même et à mentionner ceux qui, là-dedans, apparaissent un petit peu comme les laissés pour compte. Alors, ces exclus, on peut en compter certains. Alors d'abord, le suffrage est censitaire, donc réservé aux propriétaires blancs. Les pauvres et les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc c'est bien une démocratie, mais attention, elle n'est pas universelle. Pourtant, beaucoup de femmes ont contribué au débat politique. Par exemple, Abigail Smith Adams, dont vous avez le portrait ici, qui a été l'épouse du 2e président des États-Unis et la mère du 6e président, qui était partisane de l'abolition de l'esclavage, d'une reconnaissance du rôle des femmes dans la société. Finalement, elle n'a jamais, elle a été très importante, mais le droit de vote des femmes n'a pas été à ce moment-là reconnu, bien qu'il ait été assez tôt quand même aux États-Unis. Les Américains aussi commencent à s'installer à l'ouest et donc à repousser les Indiens, ce qui était interdit par les Anglais pour les protéger. Donc une fois les Anglais partis, finalement, ça a aussi contribué à augmenter les tensions et même les guerres entre les Américains, les colons et les Indiens. Se met alors en place ce qui sera l'axe principal de la politique indienne du gouvernement américain pendant une grande partie du 19e siècle. C'est-à-dire les repousser de plus en plus à l'ouest. Ils sont déportés vers l'ouest et donc il y a énormément de migration qui provoque aussi des conditions terribles, qui se font dans les conditions terribles. Donc vous voyez ici sur ce document que 4000 d'entre eux meurent en chemin le long de la piste des larmes, ce qu'on appelle la piste des larmes du trajet vers l'ouest des Indiens. Par ailleurs, en 1776, les États du Nord abolissent l'esclavage, mais pas les États du Sud. Donc, dans la toute première version du texte de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson évoquait le commerce des esclaves comme une preuve de la tyrannie exercée par la Grande-Bretagne. Et cet argument aurait dû logiquement mener à l'abolition de l'esclavage partout, mais il a été retiré de la version finale pour ménager les États du Sud parce que ça permettait de maintenir un système économique avantageux puisque les esclaves travaillaient dans les plantations de coton en plein développement. Donc, selon des études, même Washington lui-même avait pas loin de 200 esclaves. Donc, voilà, ces populations sont restées aussi soumises à l'esclavage. Donc, il y avait quand même un certain nombre d'esclaves et d'autres populations exclues de ce système de liberté. Enfin, donc, grand C, je suis obligée d'aller un petit peu vite. L'intervention française et ses conséquences. Alors, là, il faut regarder la page 189 pour plus de détails. La Révolution américaine a des conséquences sur le Royaume de France, puisque c'est encore une monarchie absolue, le Royaume de France, hein, mais il intervient quand même directement pour soutenir les insurgés américains contre l'ennemi anglais. Hein, c'est le principe de les ennemis de mes ennemis, etc. La France reconnaît l'indépendance des États-Unis dès 1777. Je vous rappelle, l'Angleterre, c'est seulement en 1783 qu'elle reconnaît l'indépendance des États-Unis. Et en 1778, un traité d'alliance et de commerce est signé entre les deux pays. Vous pouvez voir le document, page 200. À partir de 1780, la France participe directement à la guerre en envoyant des troupes. Et le marquis de Lafayette est connu pour avoir justement été le principal acteur de cette participation française à la guerre d'indépendance. L'opinion française se passionne pour cette guerre. Beaucoup de lettrés, notamment parmi la bourgeoisie, y voient aussi une mise en pratique des idées des Lumières. Mais l'intervention en Amérique a provoqué un endettement important pour l'État français. Et après le traité de Paris, les ministres des Finances se succèdent auprès de Louis XVI qui tente de trouver une solution au déficit grandissant de l'État français. Donc finalement, l'intervention française a aussi augmenté la crise économique en France qui ensuite sera un des facteurs importants à prendre en compte pour comprendre les causes de la Révolution française. Mais ça, ce sera dans un prochain chapitre.